Et nous avons l'immense honneur d'accueillir le grand, le très très grand Clemcy. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et les autres aussi. Faut arrêter avec ça. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va bien. T'es parti pour 15 minutes avec John? Oui, avec plaisir. Non, avec John. Oui, avec John. Pardon, c'est bon. Et voilà, c'est fait. On va allumer la clemsimatisation. Et Ah, allez, c'est parti. Ça va être long. Je sens que ça Ah, va va être y long en cet avoir entretien. du gaz à effet de serre si tu fais ça. dégage chez toi, pas chez moi. Bon, ça va, Clemsy? Ça va bien. C'est un dimanche tranquille avec des températures qui n'ont pas été réchauffées là. Il fait bon, c'est agréable. Ouais, la petite vague la petite vague orageuse a fait du bien chez toi aussi. Oh là, oui. Ah, oui, oui. C'était insupportable. Ah ouais, c'est pareil. Ouais, chez moi, ça a bien perdu. Hier, on a perdu plus de 10 degrés en une heure. C'était assez impressionnant. Ouais, parce qu'en plus, nous, on avait et la chaleur et l'humidité. C'était insupportable. Ah ouais. Du coup, t'es monté, t'avais envie de discuter. Donc, est-ce que ça te va si on part pour une petite quinzaine de minutes, comme on sait le faire habituellement? T'es un habitué, hein, tu connais. Oui, avec plaisir. C'est juste que comme c'est un sujet que je maîtrise assez peu, ça m'intéressait de parler parfait. d'un sujet que je maîtrise mal, parce que du coup, forcément, il doit y avoir des croyances dans l'eau, Ouais. et c'était pour en discuter. Voilà. Parce que Bah, c'est toujours parler de dans, son dans, domaine de prédilection, c'est pas ouais. très... C'est vrai que moi, ce que j'apprécie dans les entretiens épistémiques, quand on est dans un sujet qu'on maîtrise pas, c'est pas tellement que ça va nécessairement nous changer notre avis, mais que ça permet, moi j'ai trouvé, ça permet régulièrement d'identifier là où en fait on n'en sait pas tant que ça. Et Ouais. donc effectivement, parfois, c'est à l'intérêt en fait que je trouve à cet exercice quand on est sur un sujet qu'on maîtrise pas. Donc du coup, dis-nous, quel est ton avis sur la question? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, en fait, la question c'est est-ce que le réchauffement climatique parce que le réchauffement climatique, il est sûr et certain, mais est-ce qu'il est dû à l'activité humaine? En fait, c'est ça surtout la question. Parce que le Alors, réchauffement... si pour toi c'est la question principale, ça le sera, oui. Ah d'accord, ok, parce que pour moi, il n'y a pas de question sur l'existence du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est un fait. D'accord. Parce que enfin les modèles montrent qu'au contraire, comme quelqu'un l'a dit précédemment, j'étais en train de travailler donc j'ai mal écouté, mais précédemment que normalement on devrait s'attendre à plutôt une petite baisse, soit une température égale, soit une petite baisse de la température, vu dans quel cycle on est actuellement. Je sais plus quel, D'accord. mais c'est effectivement le cas. C'était Donc, préhistorique, man. voilà, c'était préhistorique one. Donc du coup, les climatologues, surtout les anthropoclimatologues, ils le montrent, ils le prouvent par des données empiriques. Ils le lancent pas comme ça. Et voilà, donc le réchauffement climatique, c'est une évidence. On est en train de le vivre. Mais en revanche, est-ce qu'on y peut quelque chose ou est-ce qu'on n'y peut rien? Ça, c'est une question un peu plus complexe. D'accord. Alors, du coup, il y a une petite subtilité que je suis pas sûr d'avoir bien compris, c'est que donc pour toi, clairement, aujourd'hui les données sont sûres et convergentes, etc. À propos du fait que il y a bien un réchauffement climatique. En revanche, là où j'ai un petit doute dans ce que tu disais, c'est est-ce que pour toi la question qui reste en suspens, c'est l'homme en tant que facteur causal, ou la question qui reste en suspens, c'est l'homme en tant que capable de gérer le problème Oui. et d'y remédier. Voilà, et d'y remédier exactement. Qui serait pas la question c'est est-ce qu'on est responsable et qu'en prise de conscience on règle le problème, ou est-ce qu'on n'est pas responsable mais que comme on est endémique à la Terre, il faut bien qu'on s'occupe du problème quand même. C'est pas exactement. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, lequel des deux aspects tu préfères explorer? Parce que je suis pas sûr qu'en 15 minutes on puisse explorer ces deux aspects. Mais s'il y a un aspect sur lequel tu préfères qu'on discute, c'est... On peut faire comme si on était dans un cas de droit.
et on peut instruire à charge et à décharge, voir quels sont les arguments qui iraient en faveur de la preuve que le réchauffement climatique est causé par l'activité humaine, et des arguments qui montreraient plutôt que c'est pas l'homme qui est à l'origine du réchauffement climatique. Ça n'enlève rien à son besoin de résoudre le problème, ça c'est un autre sujet, et de voir comment la France... Voilà, mais au moins on pourrait instruire à charge et à décharge, parce que toujours instruire à décharge, enfin comme on l'a fait, c'est intéressant, on est tous d'accord, mais est-ce qu'il y aurait moyen de comprendre pourquoi des gens pensent qu'on peut instruire à charge? Oui, excellente démarche. Moi, ça m'intéresse pas mal qu'on fasse ça. Donc, si tu devais, on va dire, instruire à charge dans le sens où c'est l'homme qui est. Donc, juste pour clarifier, instruire à charge dans ton analogie, c'est l'homme est responsable. Et à décharge, c'est l'homme n'est pas responsable. On est d'accord ? Exactement. Ok. Quels sont les... pour toi, est-ce qu'on peut commencer par à décharge ? Parce que je pense que c'est un des points qui a été le moins exploré. Et donc, ça m'intéresse pas mal, moi, personnellement, mais sauf si tu veux pas qu'on passe... Si tu préfères l'autre instruction d'abord, c'est comme tu veux. Non, mais moi, je suis assez intéressé par l'instruction à décharge, déjà. D'accord. Alors moi, je vais parler de ce que je connais et je suis loin de tout connaître sur la question. Il y a donc des cycles naturels de réchauffement. Préhistoriquement, on en a parlé. Il y a des cycles naturels de réchauffement et de refroidissement. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le cycle de Milankovitch. C'est ce cycle de changement dans l'orbite terrestre. Ce changement dans l'orbite terrestre, il y en a qui disent qu'on l'a mal évalué et que ce cycle de Milankovitch expliquerait les changements climatiques actuels. Et là, l'activité humaine n'a rien à voir là-dedans parce que nous n'influons pas sur le changement dans l'orbite terrestre et que c'est juste que nos modèles ne prenaient pas assez en compte ce cycle de Milankovitch. Et que cette variabilité climatique est naturelle pour des raisons géométriques ou géométriques dans l'axe, mais en réalité c'est une conséquence directe des lois de l'univers. D'accord, donc si je comprends bien, dans cet argument à décharge pour la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique constaté aujourd'hui, il y aurait le fait que en fait c'est notre modèle d'appréhension de la position géométrique de la Terre dans l'espace qui nous a amené à supposer qu'on devrait entrer dans une phase de refroidissement climatique, mais qu'en réalité, ce qu'on constate pourrait être mieux expliqué avec une meilleure conception de notre position géographique, on va dire, dans le système solaire, c'est ça ? C'est ça, de la variation de la position spatiale de la Terre en rapport avec le Soleil. C'est la variation, plus que la position, c'est la variation de la position qui aurait été mal calculée ou mal prédite. D'accord. Alors du coup, justement, avant de... Il y en a deux autres après. D'accord. Ouais. Juste peut-être avant d'aller explorer les deux autres, sur celui-ci du coup, parce que tu as ajouté une petite précision où c'est moi qui n'avais pas saisi cette précision juste avant, c'est vraiment, si j'ai bien compris selon toi, les gens qui soutiennent cet argument-là sont des gens qui disent que voilà, c'est cette variation-là qu'on a mal évaluée, parce qu'on pourrait aussi se dire que cette variation-là, c'est l'impact de cette variation qu'on a mal évalué. Donc on est bien d'accord que c'est uniquement la variation de la position de la Terre qui a été mal évaluée initialement, alors non, plus que son impact. Pas la variation qui a été mal évaluée, c'est l'impact de la variation qui a été mal évaluée. D'accord. Donc en réalité, c'est le modèle de l'effet de la position de la Terre qui serait trop imprécis, c'est ça ? Oui. Ok. Et quels sont les autres points du coup que tu voulais évoquer ? Il y a des personnes qui disent qu'il y a également l'activité solaire
les variations dans l'activité solaire. Alors on en a entendu parler, les cycles de taches solaires, etc., qui seraient responsables des variations climatiques. Que c'est l'augmentation des températures, ça pourrait être lié à la période d'activité du soleil plus que la période de baisse de filtration ou d'augmentation de l'effet de serre de la Terre. Et donc, on n'en serait pas responsable parce que c'est pas l'effet de serre ou l'effet de gaz à effet de serre d'origine humaine qui crée le problème, mais c'est l'augmentation du potentiel énergétique que l'on reçoit de la part du soleil. Ok. Donc il y aurait ces deux points-là. Et le dernier, il me semble qu'il y en avait un dernier. Oui, il y en a un dernier. On dit que les modèles climatiques ne prennent pas assez en compte. Alors c'est un argument assez complexe, hein, parce que en réalité c'est plus subtil que ça. Mais les rétroactions climatiques, donc le rôle des nuages et l'albédo, c'est la capacité de réfléchir ce potentiel énergétique que nous envoie le soleil. Donc les nuages, ils peuvent réchauffer la planète par effet de serre, mais ils peuvent aussi le refroidir selon le type de nuage, leur altitude et en clair leur albédo. Et donc si les modèles modélisent incorrectement les effets, par exemple ne prennent trop en compte le réchauffement dû au nuage et pas assez le refroidissement, ils pourraient surestimer l'impact des gaz à effet de serre d'origine humaine sur en réalité une mauvaise modélisation des nuages et de leur effet d'effet de serre qui n'est pas assez pris en compte. D'accord, donc sur cet aspect-là, en gros, l'idée c'est que, pour le simplifier de manière extrême, et j'espère ne pas le caricaturer, c'est que les modèles actuels sous-estiment un paramètre pour expliquer le réchauffement climatique, et donc ça aurait tendance à du coup reporter le poids du paramètre émission de gaz à effet de serre par les humains comme facteur responsable du phénomène de réchauffement, c'est ça? Exactement. À chaque fois, les meilleurs arguments sont dus à des probables mauvaises interprétations ou mauvais systèmes de prédiction des humains quant à le cycle que l'on devrait connaître actuellement. D'accord. Et alors, du coup... Mais il n'y a pas de preuve. Toi, juste pour par curiosité, sur une échelle de 0 à 100, sur, on va dire, ces trois arguments qui finalement, en fait, tu les as synthétisés en un seul principe juste tout de suite, qui est de dire, voilà, en fait, c'est les modèles qu'on utilise pour estimer quel devrait être l'état attendu, qui comportent quelque part une ou plusieurs imprécisions, une ou plusieurs erreurs, et qui font que notre état attendu est faux, et que donc l'écart que l'on observe n'est pas lié à l'explication qu'on en donne, c'est-à-dire l'effet de l'activité humaine, mais autre chose. Toi, sur une échelle de 0 à 100, à quel point tu aurais tendance spontanément, comme ça, à placer ton curseur là maintenant, 100 étant... Je pense que c'est tout, enfin, je suis quasiment sûr que c'est tout à fait juste et que ces éléments sont effectivement importants. Ou 0 et de l'autre côté 0, c'est je pense que ces arguments ne sont pas suffisants et sont pas assez forts, et donc je pense qu'en réalité on doit quand même attribuer le réchauffement climatique à l'activité humaine. Je dirais 5. 5, ok. Voilà, je pense qu'ils ont raison dans le sens où on n'a pas une connaissance absolument parfaite au niveau des prédictions, mais le poids qu'ils donnent à ces arguments qui sont recevables est beaucoup moins important que n'influe pas au point de créer un réchauffement climatique si rapide que celui qu'on mesure empiriquement. Donc ce sont des idées théoriques qui valent le coup, mais l'idée que ça explique l'ensemble du réchauffement climatique constaté actuel est
selon moi, totalement faux, mais en revanche, il y a certainement un peu de vérité dans le sens où, voilà, imaginons, pour simplifier, sur les 2 degrés de réchauffement, peut-être qu'effectivement 0,1 ou 0,2 degrés sont imputables à ces concepts. D'accord. Alors, comme je vois que le temps file malheureusement, et Russell, je vais peut-être, si c'était d'accord, je vais peut-être prendre 5 minutes de plus. Tu as du temps. Ok. Ok. Juste, je vais prendre 5 minutes de plus. Du coup, c'est intéressant parce que pour toi, il y a ces arguments qui sont recevables, mais dont le poids est largement surestimé, et ça fait qu'aujourd'hui, sur cette échelle, tu te places à 5 en termes de ces arguments sont probablement les bons, justes, et on devrait revoir notre position, versus versus non, le réchauffement est bien lié à l'activité humaine. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi pour toi du coup la principale raison qui fait que malgré la recevabilité de ces arguments, ils sont trop surévalués, et c'est bien la position opposée qui doit tenir? Déjà parce que ce sont donc des arguments théoriques. Il n'y a aucune preuve empirique de la chose. Il n'y a personne qui est arrivé avec une étude disant j'estime que sur les 2 degrés, par exemple, 1,8 degrés sont en raison de la mauvaise interprétation des cycles de Milankovitch. Ça n'existe pas. Ce sont des arguments théoriques, mais ce ne sont pas des constatations empiriques. Personne n'a jamais mesuré ce genre de choses ou n'en a jamais donné une approximation prouvée par des faits réels. Deuxièmement, si c'était réellement totalement responsable de ça, la probabilité que cette variation du réchauffement climatique ou du refroidissement climatique à une telle vitesse aurait été forcément vue dans le passé. Parce que la probabilité que sur 5 milliards d'années, une période de 250 ans voit une variation climatique à ce point-là pour la première fois de son existence, parce que c'est quasiment ce qu'on constate, est infinitésimale. C'est-à-dire, c'est simple, il suffit de réduire, on va dire, les 4 milliards d'années divisé par 200, et on voit la probabilité que ce soit la première fois qu'on connaisse ça. Or, c'est apparemment, d'après les climatologues et les historiens de la question, c'est la première fois qu'on connaît ça. Et enfin, la quantité de preuves empiriques que des variations énormes, par exemple en partie par million, de CO2 entre le début de la révolution industrielle, à la fin du 18e, et aujourd'hui, alors qu'on a fait énormément d'efforts, a été augmenté de 70%. Donc, il y a que ça, il y a plein d'autres données, mais entre d'un côté un argumentaire qui a des preuves solides, empiriques, réelles, mesurables par tous et transparentes, et de l'autre côté des théories, enfin des hypothèses de variation quant à la prédiction, mais qui expliqueraient énormément de problèmes sans donner des preuves factuelles, le rasoir du Russell d'Occam nous ferait dire que on se mouille pas beaucoup en choisissant un côté plutôt que de l'autre. Ok, donc si je comprends bien, en fait, pour toi, il y a 3 principales raisons pour lesquelles ces arguments ne sont pas suffisants. La première raison, c'est le fait qu'il n'y a pas d'études qui sont à même de démontrer qu'effectivement, on peut clairement établir des effets de causalité entre ces différents paramètres, la sous-estimation de ces différents paramètres et leur effet dans ce qu'on constate sur le réchauffement climatique. La seconde, si j'ai bien compris, c'est le côté les mots m'échappent là tout de suite. Je vais passer. J'arrive plus à retrouver mes mots. J'avais la phrase en tête et elle s'est échappée. Bon, c'est pas très grave. Le troisième point, c'était le fait que c'était le deuxième point, c'était l'argument historique, c'est-à-dire de dire que en fait, si on avait vraiment affaire à ce phénomène-là, on devrait aussi trouver dans l'histoire des événements similaires et on ne le trouve pas, donc c'est assez étonnant.
Mhm. Et si je comprends bien, le troisième point, c'est le fait que la vitesse d'évolution du climat corrèle beaucoup mieux à la vitesse d'évolution des gaz à effet de serre, etc., liés à l'activité humaine. Est-ce que c'est un peu ça, à peu près l'idée? C'est même complètement ça. D'accord. Comme tu le dis, le troisième argument qui est peut-être le plus compliqué. Les modèles climatiques, pareil, théoriques, concernant l'augmentation des gaz à effet de serre et l'état actuel du réchauffement climatique, du réchauffement global, ont déjà existé et ont été publiés. Et bizarrement, leurs prédictions a montré avec précision les tendances que l'on constate actuellement. Donc leur modèle prévisionnel, bizarrement, arrive quasiment parfaitement à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et en science, en général, c'est un bon indicatif qu'on a de bonnes idées de comment ça marche. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, et là ça va peut-être être la fin de notre échange. En fait, ça fait déjà 20 minutes, le temps est passé assez vite. C'est ce que tu évoques ici, c'est le fait que il y a un certain nombre de modèles que les scientifiques ont émis qui semblent vraiment bien mieux correspondre aux données et qui présentent une capacité à prédire ce qui se passe et à expliquer ce qui se passe qui est bien meilleure que tous les autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu tends plutôt à penser que voilà, ces éléments-là sont plus convaincants en faveur de l'idée que c'est une origine anthropique. Exactement. Ouais. Alors, une petite question pour la fin, du coup. Qu'est-ce qui ferait que ton avis change et que ton curseur que tu as placé à 5 se déplace? Ouais. Et se déplace notamment dans la position vers une augmentation, on va dire, du poids que tu accordes aux contre-arguments que tu as évoqués au tout départ dans d'autres échanges. Comme n'importe quelle personne, si un modèle prédictif prenant en compte des activités non humaines prédisait exactement ou démontrait exactement le réchauffement climatique que l'on connaît aujourd'hui, il n'y a aucun dogme en science, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de croyance. Si tu montres un modèle prédictif transparent que tout le monde peut consulter et tester et qui explique exactement ce qui se passe aujourd'hui, il n'y aurait aucune raison de le rejeter en soi. Ça ne changerait rien au fait qu'il faut s'en occuper. Bien sûr, c'est un autre souci, c'est un autre sujet. Mais en revanche, ça montrerait que il n'y a pas de raison en particulier d'imaginer que l'activité humaine en est responsable. Et voilà, et ce serait un très bon argument et il faudrait l'accepter. En attendant, d'accord, ça n'est pas le cas. D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, c'est que un modèle alternatif qui présenterait des performances en termes de prévision et d'estimation de l'état actuel. Qui présenterait des performances similaires aux modèles actuels qui sont des modèles qui accordent un point important aux émissions de CO2, etc. Liées à l'activité humaine. Là, tu te dirais, ok, ce modèle on peut pas l'ignorer parce qu'il apporte aussi il a une très bonne capacité prédictive et une très bonne capacité prédictive en tout cas. Exactement. Ouais. D'accord. Ok. Bah écoute, ça fait du coup on a eu un petit peu de temps en plus. On a passé plus de 20 minutes à discuter. C'est très intéressant. Merci d'être monté. Comment ça s'est passé pour toi cet échange? C'est notre question traditionnelle. Ouais, écoute, pour moi en particulier, c'est tout à fait, c'est un peu comme d'habitude, c'est tout à fait agréable. C'est cool de pouvoir exposer des arguments, d'avoir le temps d'exposer les arguments parce qu'ils étaient pas si simples que ça. C'était juste histoire de montrer en quoi les gens peuvent avoir des idées et ils ne sont pas bêtes quand ils doutent. C'est parce qu'il y a des arguments, mais en revanche, il faut réussir à prendre le temps d'aller un peu plus en profondeur, et le fait d'avoir eu l'occasion d'aller un peu plus en profondeur en laissant le temps et en plus en ayant quelqu'un qui résume au fur et à mesure la pensée pour que les gens ne se perdent pas dans la discussion, c'est très agréable. J'ai pas l'habitude que ça se passe comme ça quand je discute de sujets, donc c'était très bien. Ça m'a demandé beaucoup moins d'efforts intellectuels qu'à l'habitude.
Ok, ouais, super. Bon. Je ne sais pas si Russell a une question à emporter. Alors, Euh, je ne sais pas si j'ai une question, mais je peux vous jurer que pour nous, ça demandait un énorme effort intellectuel pour suivre cette discussion passionnante. Voilà, je le dis hein, pour les gens dans le chat, c'était très intéressant. J'ai pas vraiment une question à emporter, mais j'avais une question suite à la conclusion de Clemcy, qui, pour moi, et c'est très égoïste, mériterait peut-être une petite précision. Si j'ai bien compris, si aujourd'hui il y a un contre-pouvoir au consensus parce qu'il y a des difficultés ou des prédictions et des analyses ou des facteurs qui ne sont pas pris en compte, est-ce que les scientifiques qui sont dans le consensus n'arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire ces prédictions ou l'outillage ou les bonnes méthodes, ou est-ce que c'est une volonté de leur part de ne pas le faire? De ne pas faire quoi? De prendre ces contre-arguments en compte? Oui, Euh, non, les modèles prédictifs sont assez complexes et justement prennent en compte, attribuent une part de responsabilité autant au cycle de Milankovitch que de l'activité solaire, que le rôle de la rétroaction climatique, qui ne concerne pas que les nuages d'ailleurs, parce que la rétroaction c'est une autre façon de dire cercle vicieux ou cercle vertueux, parce qu'en fait l'activité humaine peut entraîner des causes naturelles qui augmentent l'effet, la température, mais c'est pas dû à l'humain, c'est l'effet d'une conséquence de l'activité humaine, tout ça. Donc c'est assez complexe. Donc non, il n'y a aucune raison de penser un seul moment que les modèles prédictifs ne prennent pas en compte, par exemple, ces trois arguments à des charges que je viens de vous citer. Ils sont bien pris en compte et c'est pour ça que les modèles prédictifs sont aussi efficaces, c'est parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment multicausaux. ok. Eh ben, merci beaucoup pour cette petit éclairage supplémentaire pour moi. Je ne sais pas si pour les autres c'était une question qui les intéressait, mais pour moi ça l'était. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Clemcy. ouais. Moi, Euh, j'ai une question à emporter qui m'est venue. ah, J'ai une travail question à d'équipe. emporter qui m'est venue. Alors, c'est une question à emporter qui va être un peu technique et qui n'est bien. Donc, les questions à emporter, elles appellent pas de réponse, hein. D'accord. Mais en fait, qui m'est venue parce Sauf que si pendant j'en que ai vous une, discutez. sauf si j'en ai une rapide tout de suite. Bah Mais si t'en as une rapide, oui. Mais en fait, je me suis imaginé le cas. Donc là, pardon pour les gens du chat, je vais peut-être évoquer des choses que j'aurais pas le temps d'expliquer, mais je pense que tu comprendras ce que je veux dire, Clemzy. En fait, ça m'a pas mal stimulé ce que tu disais, notamment l'idée que, et là, je suis presque en mode brainstorming puisque question à emporter. Imaginons que demain, on trouve un modèle, on utilise un modèle d'apprentissage non supervisé qui soit qui soit le meilleur prédicteur actuel de l'évolution climatique et des données qu'on constate. Problème, c'est que ce modèle, et c'est un modèle d'apprentissage non supervisé type boîte noire, et donc on comprend pas pourquoi il est meilleur. Comment ça changerait notre façon de voir les choses par rapport à la question qu'on se posait? alors, ça voudrait. La réponse est pas si complexe que ça. Ça changerait beaucoup de choses parce que ce serait comme un nouveau débat Newton-Einstein. Ça voudrait dire qu'on comprend, on a l'impression de comprendre les facteurs multicausaux d'un résultat empirique et que pourtant, un modèle dont les variables synthétisées sont beaucoup plus complexes, tellement complexes qu'on n'arrive pas à comprendre les nœuds logiques, donnerait un résultat factuel bien meilleur, ce qui voudrait dire qu'il y a des corrélations qu'on ne sait pas faire ou des rétroactions qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire des cercles vicieux ou vertueux qu'on ne comprend pas. Et donc, il faudrait profondément rechercher des relations ou alors se rendre compte qu'il y a des concepts en biologie moléculaire ou en thermodynamique ou qu'on ne connaît pas. Ce serait un véritable casse-tête. En revanche, ce serait une aubaine absolue pour la recherche. Ok, ouais, très intéressant, très intéressant. Merci, en tout cas, moi ça m'a fait réfléchir. Oui, c'est une bonne question, on pourra en reparler d'ailleurs, parce que c'est une question très complexe qui amène plein de réponses différentes. Ouais, bon, bah merci beaucoup Clemzy, et puis je pense qu'on va pouvoir passer à la personne suivante. Clemcy, Bon après-midi à vous, je reste en bas du coup.